Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous pour ce jour pour le décryptage de l'actualité sociopolitique chez nous au Togo. Rencontre et échange de vos numéros. Notre pays est en marche avec cette crise sociopolitique qui n'en finit pas. Après donc l'éclatement de la C14, comment faire pour relancer la lutte pour les réformes étant souhaitées par le peuple togolais? Les réflexions se poursuivent. Faut-il encore faire confiance à un regroupement de partis politiques pour mener la lutte des Togolais? Et comment relancer le débat politique? Comment faire pour que ces réformes étant souhaitées par tous soient effectives dans les prochains jours? Nous sommes aussi à la veille des consultations, des échéances électorales très importantes, les locales aussi, mais aussi la présidentielle de l'année prochaine. Eh bien, pour répondre à ces questions, je reçois pour vous un acteur politique, M. Laurent Daté Dankoulasson. Il est le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Il est sur nos plateaux, c'est avec lui que nous allons discuter. Monsieur, merci de votre invitation. Bonsoir, Gérard Wilson. Voilà. Merci d'accepter notre invitation pour ce tour d'horizon. Chaque fois que vous rentrez chez vous au pays, au Bercail, eh bien, vous prenez part au débat politique qui est sur le terrain. Nous y sommes aujourd'hui. Alors, tout de suite, question d'introduction. Comment qualifier la situation qui prévaut actuellement au plan sociopolitique chez nous au Togo? Au fait, la situation togolaise actuellement, la situation n'a pas changé. Ça, il faut le dire, malgré le calme, semblant de calme que nous avons, parce que pour nous, au PSDT, nous disons que une fois que le chômage continue, la faim existe, et il n'y a pas la santé du Togolais n'est pas une bonne santé en tant que telle. La retraite des fonctionnaires togolais constitue toujours un problème. Et puis il y a tout qui fait que bon, la situation pour nous est toujours la même. Là, vous touchez l'aspect social de la chose. Oui. Oui. Alors nous sommes dans un contexte politique, n'est-ce pas? Oui, nous sommes aujourd'hui, vous savez que je ne sais même plus s'il existe une opposition en tant que telle, puisque c'est l'opposition qui doit créer la situation, c'est-à-dire le social aujourd'hui. Puisque le gouvernement que nous avons en place, plus précisément les gouvernants que nous avons depuis plus de 32 ans, je ne sais pas, il n'y a que la même chose, sinon plus de 50 ans. Parce que des fois, j'arrive à calculer celui du fils et celui du père. Oui. Alors, donc, si nous prenons les années que le père a passées et puis les années de l'enfant aujourd'hui, disons que la situation sociale togolaise n'évolue pas du tout. Malgré des efforts, je sais qu'il y a des efforts, ils sont en train de mettre en place des efforts qui peut-être peuvent amener quelque chose, mais il y a beaucoup. Si je parle de l'opposition, que c'est grâce à l'opposition que nous allons voir cette situation sociale améliorée, c'est parce que la réforme que nous sommes en train de pourchasser doit créer effectivement, si nous avons la réforme, c'est la réforme qui doit créer effectivement ce social que nous disons. Parce que alors, la question comment ça va se passer, puisque l'opposition n'est pas encore commande des affaires de l'État? L'opposition, oui, je sais que nous avons de sérieux problèmes avec l'opposition. Je suis de l'opposition. Nous avons de sérieux problèmes. Parce que pour nous, l'opposition, nous voulons une réforme ou bien des réformes constitutionnelles et institutionnelles, sans compter que d'abord, il faut que la population mange à sa faim. Il faut que la population malade soit guérie. Il faut que les enfants puissent trouver de quoi nourrir leur auguste personne pour aller à l'école convenablement. Il faut que les étudiants puissent avoir aussi la paix pour pouvoir franchir l'université sans problème. Alors, si nous avons tout ça là et que nous luttons pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles, c'est une bonne chose. Les gens vont nous dire, ou bien nous disons souvent que c'est grâce à ces réformes-là que nous arriverons à avoir ces réformes sociales. Mais il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux, le social et le politique vont de pair. Vous savez, oui, mais c'est le social, c'est le politique qui crée le social. Ça, je le sais, ça c'est normal. C'est le politique qui crée le social. Mais ce n'est pas les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui vont créer le social. Pour moi, je me dis, est-ce que dans notre constitution, on a vraiment le vrai social? Je préfère que nous
exigeons ou bien nous demandons ce poste de social qui parle de l'école libre et gratuite. Est-ce que c'est vrai? C'est écrit quand même que l'enfant togolais doit aller à l'école et autres là. Est-ce que c'est vraiment l'école est gratuite? Ça, c'est très important. Est-ce que la santé est gratuite? Est-ce que nous avons les mêmes dispositions pour la santé? Prenons le cas de quelqu'un qui, moi, je peux aller à l'hôpital et me faire soigner correctement et convenablement. Mais je pense que j'ai des membres qui me suivent qui n'ont pas cette même possibilité. Mais ce que coûte la santé pour moi, c'est ce même coût que l'autre aussi doit déverser dans son économie, même si la personne a une économie. Moyens, oui. Sinon, si la personne n'a pas de moyens, alors c'est pas possible. Normalement, il doit avoir même taux des frais de santé pour tous les Togolais. Pour tous les Togolais sans exception. Et dans ce cadre-là, nous parlons en ce temps du social. Il aura même taux de décollage, sinon la gratuité pour tous les enfants sans exception, que ce soit du privé comme du public. Alors, c'est comme ça que l'État s'occupe en ce temps-là de l'école gratuite des enfants et la santé aussi bien organisée de la population. Et c'est dans ce cadre que le ministère des Affaires sociales, c'est ce ministère qui s'en occupe. Je donne un exemple. Les privés ne doivent pas avoir un autre montant pour la consultation médicale. Mais non. Même tu as ton cabinet, l'enfant malade ou la personne, le Togolais malade, peut venir se faire consulter chez toi au même prix que à l'hôpital public. C'est ça. Et dans ce cas, il faut que le privé soit subventionné, n'est-ce pas? Bien sûr. Soit subventionné comment? Mais écoute, si c'est le même prix, on n'a plus besoin de subvention. Mais quand l'enfant qui est malade, qui ne doit pas payer des frais de consultation ni des frais de soins, c'est en ce temps l'État qui paye ce montant-là, cette somme-là à la clinique privée. Même l'État paye ce même montant à l'hôpital public. Parce que l'hôpital public aussi doit rendre compte. Ce n'est pas gratuit. Et c'est l'État qui le fait. Mais vous savez, si c'est comme ça, je nous dis que toutes les cliniques privées feront beaucoup de chiffres d'affaires. Feront des chiffres d'affaires parce que tout le monde va se diriger vers la clinique privée. Et je pense que là aussi, le pays fonctionne, le pays tourne. Et la santé aussi du Togolais peut vraiment s'améliorer. Alors, c'est pour cela, c'est dans ce cadre que nous disons que c'est la politique ou bien c'est le politique qui tient compte de tout ça. Et finalement, nous pensons que c'est quand moi je vais arriver au pouvoir que je peux mettre ces garde-fous ou bien commencer à fonctionner de cette façon. Non du tout. Moi je dis souvent... Est-ce qu'on peut le faire sans être aux commandes de l'État? On peut le faire? Oui. Est-ce qu'on peut faire ce social-là, cet aspect que vous développez, on peut le faire sans être, n'est-ce pas, aux commandes des affaires? Non, mais on peut le faire. C'est-à-dire que c'est ce que moi je dis que notre rôle en tant qu'opposition, c'est vraiment de faire... On arrive, on ne peut même pas faire pression sur l'État quand même. Parce que l'État, c'est l'État. C'est-à-dire c'est notre rôle de tirer l'attention de l'État. De dire, ça là, c'est plus important. Ça là, c'est plus important. Ça là, c'est plus important. Et puis ces débats, ces discussions se font comme un débat. Et c'est pour cela que le PSDT dit toujours que nous sommes une opposition constructive, non destructive. Nous voulons bien sûr partager, que ce soit avec l'État ou que ce soit avec les autres partis politiques. C'est-à-dire, c'est de tout faire pour que l'État arrive à comprendre que le développement, la situation du pays ne peut que dépendre de tous les enfants du pays, de tous les partis politiques, et non seulement du parti politique au pouvoir. Ça, c'est les erreurs. Et c'est pour cela que le parti politique au pouvoir va d'erreur en erreur. En toute sincérité, c'est de partager avec l'opposition le peu que l'opposition possède. C'est ça. Rencontre un nouveau numéro, nous parlons donc de la situation que trouve chez le Togo. M. Laurent Lassonne est mon invité, il est le premier secrétaire du PSDT
Alors, question, pendant près de 18 mois, les Togolais, l'opposition togolaise a fait rêver les Togolais en s'unissant, en créant la C14. Aujourd'hui, on connaît l'état de cette coalition de l'opposition. Et qu'est-ce que vous en dites? Comment vous lisez, n'est-ce pas, ces événements qui ont conduit à l'éclatement de la coalition politique de l'opposition? Non, l'éclatement, c'était prévisible. Non, c'était prévisible parce que nous disons que 14 partis politiques se retrouvaient dans un regroupement. C'est pas possible. C'est énorme ou quoi? C'est énorme, c'est énorme. Et surtout au Togo. Au Togo, il y a tellement de méfiance. De méfiance. L'opposition qui se méfie beaucoup du pouvoir. Et dans l'opposition, chacun se méfie de chacun. Et nous allons créer maintenant une coalition de 14 partis politiques. Alors, ce fonctionnement ne peut qu'être difficile. Il reste à savoir, il faut poser la question. Je ne suis pas de la coalition, mais je ne sais pas comment. Ils ont quand même bien fonctionné entre eux jusqu'à un moment donné. Parce que je me dis, moi, membre de la coalition, avant que je ne prenne une décision d'aller dans la rue, j'aurais d'abord posé la question à mon bureau, à tous ceux avec qui je travaille, discuter d'abord si c'est important, si ce n'est pas important, pourquoi, quelles seront les conséquences, et s'il y a conséquences, comment est-ce que nous allons tirer ces conséquences. Alors là, il faut le savoir. Et si nous voyons qu'il y a conséquences et qu'on ne peut pas trouver de résultats pour ça, on va que créer peut-être des blessés et des morts. Pour nous, déjà, si nous, en tant que 14, nous retirons. Et là, il ne restera que 13. S'il y a encore d'autres aussi qui réfléchissent comme nous, vont se retirer de ça, ils vont rester 12 pour aller réaliser. Mais pourtant, nous serons toujours dans le rôle des 14. Et c'est difficile de fonctionner comme ça. Être membre de la coalition des 14 ne nous donne pas quitus d'accepter tout ce que les dirigeants, les leaders de la coalition vont proposer. Ce n'est pas possible. Et je suis sûr qu'il y a eu ces problèmes-là. Parce que c'est difficile d'être 14 et de conduire une coalition pendant jusqu'à son terme. Et puis réussir l'alternance ou bien réussir ce que nous voulons. En toute sincérité, d'abord, la rue ne résout pas le problème. Et puis leur choix, c'est seulement la rue. Oui. Bon, voilà, et aujourd'hui, il y a éclatement. Pourquoi il y a éclatement? Ils le savent eux-mêmes. Bon, comme nous, on ne faisait pas partie de ce groupe, pour nous, on ne peut vraiment pas répondre convenablement. Mais toutefois, nous savons, après nos analyses, on le savait que ça n'allait pas marcher. Et maintenant, je pense que nous avons... Est-ce que c'est pour ça que vous n'y êtes pas? Nous d'abord, on n'a pas été consultés. Parce qu'une fois déjà, il devait y avoir une organisation. Et on nous a consultés. On a dit à ceux qui sont venus nous consulter que non, ne marche pas. Que tout ce qui est d'aller dans les rues... Oui, manifestations de rue. C'est-à-dire qu'il y avait des organisations avant la C14. Bien sûr, oui. Vous comprenez. Alors, donc, c'était Tchogo ou quelque chose, je ne sais plus. Bon, alors, la personne qui nous a invités, qui nous connaît très bien, qui connaît d'abord notre position à nous, a voulu au moins nous motiver pour que nous aussi, nous arrivions à rentrer dans ce jeu. On a dit non, jamais de jamais on ne va pas marcher. Mais nous irons dans la rue quand c'est social. C'est ça. Quand c'est social, nous irons dans la rue. C'est-à-dire quand c'est des questions de santé, d'éducation, la retraite, et tout ce qui peut aller dans le sens du bien-être du Togolais. Là, nous irons dans les rues. Mais quand il s'agit du Togolais en général, mais pas le Togolais en tant que Laurent, pas l'autre. Quand il s'agit du pouvoir, aller chasser le pouvoir, aller dans les rues pour chasser le pouvoir, je me dis non. Parce que je vais chasser le pouvoir. Si j'arrive à gagner le pouvoir dans les rues, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on viendra me chasser aussi par la rue. Mais je veux avoir le pouvoir par les urnes. Oui. Voilà.
Alors, c'est que les conditions des urnes, justement, ne sont pas réunies et qu'il faut que les gens soient justement pour manifester et exprimer leur ras-le-bol. Oui, bien sûr, je veux bien qu'on manifeste, mais il ne faut pas que ça devienne un truc au quotidien. Et que chaque semaine, chaque jour, chaque week-end, 3 jours, vous savez ce que ça fait? Le mal que ça a causé pour notre pays, le mal que ça a causé même pour les petites revendeuses. Mais non, quand même. Je ne pense pas. Mais je peux le faire une fois en passant 2 fois et 3 fois. Et après aller discuter. J'ai toujours parlé de la table ronde dans ce pays. De s'asseoir avec le pouvoir et de discuter. Et nous irons encore là-bas, qu'on le veuille ou non. On aurait appris qu'un nombre de partis politiques sont allés rencontrer le chef de l'État, non? Oui. Et c'est ce qu'on demandait depuis fort longtemps. Pendant qu'on proteste, pendant qu'on est dans la rue, il faut quand même que certains se retrouvent ensemble avec le chef de l'État ou bien le gouvernement, pointer du doigt la gangrène et dire que ça là, ce n'est pas bon, ça ce n'est pas, faisons ici, faisons cela. Je pense que pendant 18 mois, ou le nombre de mois passés dans la rue, on aurait pu trouver des solutions que d'aller chercher des gens de l'extérieur, la CEDEAO et certains chefs d'État qui ne peuvent rien faire. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils savaient, c'est-à-dire que ce n'est pas du nouveau. Et je me dis, écoutez, j'ai posé la question tout récemment. En France, aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les gilets jaunes. Oui. Vous savez ce que ça cause, non? Est-ce que le chef de l'État togolais, M. Faure et Somzina Gnassingbé, a interpellé le président français pour lui dire « trop c'est trop » avec cette histoire de gilets jaunes? Ce qui se passe en France dans le cas de gilets jaunes est pire que ce qui se passe dans notre pays ici. Ah ben oui. Et nous sommes fiers d'aller demander à ces présidents, à ces chefs d'État de venir chez nous, nous aider, sinon interpeller notre chef d'État de quitter le pouvoir ou bien de faire ceci, cela, parce que eux, mais quand même. Alors vous voyez, là où il y a l'imbroglio. Le problème, c'est que c'est le refus. Et c'est la même chose avec ces présidents africains. Ils ont des problèmes chez eux. Pendant ce moment, on leur demande de venir résoudre nos problèmes à nous. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. On aurait pu nous-mêmes là s'entendre avec mais il y a un refus systématique du pouvoir qui n'est pas ouvert au dialogue, aux discussions. Vous savez, les discussions qu'on a eues, les dialogues successifs qu'on a eus. Vous savez, il ne faut pas. On n'exige pas. Je le dis encore, on ne peut pas exiger à un pouvoir que c'est ce que nous voulons qu'il faut nous donner. On demande. Et quand on demande, on continue, on demande et on reçoit ce qui est recevable et on continue de demander. Mais ici, on demande ou bien on exige et on n'a rien. C'est ça le problème. On n'a rien du tout. Mais des gens sont gouvernés ce pays, des gens sont travaillés dans ce pays. Le président du CAR, Maître Agbo, il a été Premier ministre, non? Mais il savait. Il connaissait le jeu. Mais si déjà vous avez été Premier ministre, et vous saviez que personne ne peut vous exiger quoi que ce soit. Et quand il était là, il savait, il connaissait le jeu. Et je me dis que quelque part, je sais qu'il sait que exiger à un gouvernement n'est pas possible. Et je ne le vois pas dans ce jeu-là. Peut-être il est contraint à accepter certaines choses. Mais si lui-même, président du CAR, ancien Premier ministre du Togo, qui a déjà goûté le fruit du bien et du mal, eh bien, je pense qu'il doit quand même savoir. On n'exige pas, on demande. Et on discute. On négocie aussi des points. Parce que ils ont le pouvoir. On a été tous. Et nous, on a échoué. Et ils ont gagné. Comment on veut exiger à ceux qui nous ont battus? Et je me pose la question de savoir, une fois que nous sommes allés à une élection et qu'on nous a battus, il faut qu'on accepte. Maintenant, quand tu veux demander... Battu dans quelles conditions? C'est ça le problème. Écoutez, quand toujours au Togo on parle de conditions, c'est ça qui est un peu... c'est bizarre. Et tout le monde sait comment, dans quelles conditions ces élections sont organisées dans notre pays, M. Laurent. Tout le monde connaît comment ces élections sont organisées dans ce pays. Tout le monde peut aussi s'organiser pour renverser la façon dont
les élections s'organisent dans ce pays. Et justement, c'est l'objectif de toutes ces manifestations. C'est l'objectif de renverser l'ordre et donc mettre en place... Est-ce que c'est la manifestation qui va créer les réformes? C'est les gens qui sont dans la salle qui créent les réformes. Vous savez, la façon dont on aurait pu changer ou bien renverser la vapeur, c'était d'aller à ces élections passées et de tout faire pour avoir la majorité. Et aujourd'hui, quand sera majorité... C'est la du 20 décembre, par exemple. Mais bien sûr, c'est dans ce cadre que nous allons provoquer maintenant le changement. Parce qu'on cherchait le changement. On regarde les conditions, on regarde les préalables qui ont été posés, la CENI, tout ça. Là. Non, mais vous savez, nous avions toujours dit que nous sommes avec le peuple. Et le peuple est derrière nous. Le peuple, ça fait combien de millions d'habitants? Nous sommes combien? Et on se disait que c'est tout le monde qui est derrière nous. Et que nous sommes majoritaires. Et que tous ceux qui sont derrière nous, nous pesons plus que le pouvoir. C'était ça. Pourquoi si nous avons tout ça là derrière nous, même quand on va nous tricher, on ne va pas nous tricher tout à fait? Parce que je me dis, le CAR, la CDPA, l'ANC, PNP avec tout, et puis quand ils organisent des réunions hebdomadaires, bon, c'est un film que nous voyons, mais il y a plein de monde. Ça veut dire qu'il y a une popularité. Mais c'est PNP, n'a qu'à prendre Sokoré et Agoué, et là où ils savent qu'ils sont majoritaires, ils vont gagner là-bas les élections. L'ANC va prendre son Lomé, tout à fait. Le cas va aller... Il y a un manque de transparence. Mais les transparences, c'est parce que quand nous serons dans les bureaux de vote, c'est là où nous serons quand même efficaces. Vous pensez que quand nous organisons les... Je ne suis pas en train de nous critiquer, hein, c'est-à-dire, je parle pour qu'on arrive à se conscientiser finalement et de savoir comment s'organiser prochainement. C'est ça. Parce que, est-ce que l'opposition que nous sommes, nous avons la possibilité d'avoir des gens dans tous les bureaux de vote sur le territoire togolais? C'est ça. Tu penses? Mais non. Mais c'est là où ils trichent. C'est là où ils trichent. C'est pourquoi je dis, on peut renverser la vapeur si vraiment nous avons cette majorité dont nous parlons de la population. Parce que jusqu'à Dapon, à Saint-Cancé, dans les villages, dans les hameaux, si nous avons des gens de l'opposition, d'abord il faut les transporter, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas ces moyens. Cherchons ces moyens. C'est-à-dire, je parle de moyens d'hommes. Allons créer les moyens d'hommes. Et que si ces hommes et femmes sont conscients que même avec 100 000 francs cadeaux gratuits pour dire, vote-moi, c'est-à-dire le pouvoir peut distribuer les millions, les centaines de milliers que le pouvoir... Mais tu prends et tu ne joues pas. Parce que c'est toi qui vas faire le vote. C'est toi qui vas laisser le bulletin dans le truc là. Hein, dans l'urne. Alors, tu es seul à le faire. Tu es seul à le faire. Alors, donc, si maintenant, il y a par exemple 100 qui ont voté, et que là, nous avons 70 votés contre 30, et qu'on nous donne même 40, c'est sûr que dans les autres, où on a 60, parce qu'ils ne vont pas nous tricher dans tous les bureaux de vote. Ils savent là où ils nous trichent. Si vraiment ils nous trichent, je ne veux pas dire qu'on nous triche. Moi, je ne veux pas faire sortir ces mots. Mais si vraiment on nous triche, là, je pense que c'est à nous de chercher des voies et des moyens pour barrer la route à tout ça. Donc vous pensez que toutes les élections qu'on a organisées depuis là ont été transparentes et claires et que... Aucune élection n'a été transparente. Je le sais. Mais je ne veux pas nous dire que c'est pour cela que nous, on n'arrive pas à gagner les élections. Donc ça veut dire que... Je dis, chaque élection doit nous donner des exemples. Chaque élection. On n'aurait pas dû. Le passé, balayons du revers de la main le passé, mais il faut quand même qu'on apprenne quelque chose de ça. Qu'on attire le son. Donc, et c'est comme ça que les élections du 20 décembre devraient être bien organisées, malgré qu'il y a des... Voilà. Alors donc vous pensez que la politique de boycott, la stratégie de boycott de ces élections... C'est pas une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose. Et nous avons aussi les conséquences aujourd'hui. Alors, ceux qui ont été à ces élections, on les appelle quoi? On les appelle dénommés. Donc ceux qui étaient, c'est-à-dire les passés députés étaient aussi dénommés. Parce qu'ils sont élus comme eux aussi, par la même constitution, par la même loi.
mais ce n'est pas parce que nous, on n'a pas été aux élections qu'eux, ils ont accepté d'aller à ces élections. On les appelle des nommés. Or, c'est des gens avec qui les mêmes personnes ont travaillé dans le passé. C'est ça. Et monsieur le député Agbeome Kodjo, il était de l'opposition dans leur jeu. Et ils ont travaillé ensemble par le passé. Quand nous prenons Jerry Tama, il était aussi avec eux dans le passé. Si nous prenons le député Kaboua, mais il était même l'élément qui animait les manifestations, les meetings. Mais aujourd'hui, si ces messieurs sont élus, on les appelle des nommés. Alors là, on est en train de créer quelque chose d'autre. Parce que quand, dans 5 ans, nous irons encore à ces élections législatives, et ceux qui seront élus, on va aussi les appeler des nommés. Non, quand même, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a aucune loi qui dit que ce sont ces personnes-là, telle personne et telle personne qui iront aux élections législatives, et que quand ces gens-là gagnent, donc ils sont des députés, et que si toi, tu n'es pas de ce clan-là, ou bien tu n'es pas de ce jeu, donc tu es nommé. Alors là, je ne pense pas. On n'aurait pas dû boycotter ces élections. Honnêtement parlant. C'est là où on aurait pu vraiment montrer... Non, la C14 à l'époque était dans une logique, la logique de la feuille de route qui a été confiée par la CEDEAO. Et cette feuille de route n'était pas observée et respectée dans ses détails. Je ne refuse pas. Je le dis encore, je le redis. Je ne refuse pas. La C14 ne devrait pas boycotter les élections. Aujourd'hui, je suis sûr que la C14 est en train de regretter ce boycott. Voilà. Feuille de route ou pas feuille de route, c'est le terrain qui parle. Ce sont nos électeurs qui vont parler. La feuille de route ne parle pas. On a tout fait dans ce pays, ça n'a pas marché. Et en plus, si nous connaissons notre adversaire, l'adversaire que nous avons en face de nous, je pense qu'on n'a pas besoin de laisser le champ à l'adversaire. On lui a laissé le champ. Et encore, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu 3 voix par le passé. Mais ils auraient perdu plus de voix. Si vraiment, moi je suis certain, si vraiment la C14 s'était organisée pour aller à ces élections, c'est sûr que la C14 sortira la tête haute de ces élections. C'est ça. Bien, merci pour ces éclairages. Alors, finalement, la question qui se pose, c'est comment relancer le débat? Est-ce qu'on peut encore penser, n'est-ce pas, à ces réformes? Dans quel cadre elles doivent se faire désormais? Puisque tout le temps, on parle au niveau de l'Assemblée, la nouvelle Assemblée qui est là, ou bien est-ce qu'il faut encore provoquer un déclic Non, je pense que le problème togolais est plus vaste que l'Assemblée ne peut pas seule résoudre ce problème. Non, ça sincèrement. Et surtout l'Assemblée, là que nous avons encore à face de nous aujourd'hui, c'est toujours le pouvoir en place, c'est-à-dire l'UNI, notre adversaire, qui est encore majoritaire. Donc, n'attendons rien, absolument rien. Mais espérons. On ne peut pas dire que rien ne sortira de là. Mais espérons. C'est comme on a espéré l'Assemblée passée. Et bon, voilà, il y a découragement total. Mais espérons que quelque chose peut sortir de là. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais il faut associer la population togolaise. C'est-à-dire reprendre maintenant les négociations. Parce que les négociations n'ont pas de limite. Dans un pays, les négociations n'ont pas de limite. N'ont pas de temps. De dire que l'on a déjà fait trop 10, 20, 30, 40, il faut arrêter. Non. Il faut toujours continuer à négocier. Il faut toujours continuer à négocier. Alors, maintenant, comment négocier? Voilà. C'est là je ne sais pas, le jeu de négociation, la technique de négociation. Et d'abord, il faut se pardonner. Il faut honnêtement se pardonner, se demander des excuses. Parce que le camp adverse, c'est qu'on l'a totalement insulté. C'est sincèrement. On a tellement envoyé des mots qui ne sont pas de beaux mots, de durs mots, dur langage. Et je me souviens, quand j'assiste
des dirigeants, c'est-à-dire des leaders de partis politiques, envoyer des mots qui ne sont pas décents envers le pouvoir en place, envers même le chef de l'État, je me dis, là, il y a quelque chose, ça ne marchera pas. Parce que nous sommes dans une situation que nous appelons une situation de haine. Et ne serait-ce que depuis l'échec de ces élections, j'ai remarqué que le langage a changé. Le langage n'est plus le langage de haine que nous avions assisté il y a de cela quelques mois passés. Tout à l'heure, j'ai écouté ce midi le porte-parole, lui, de l'ANC, qui a parlé, qui a dit des mots qui m'ont vraiment apaisé. Parce que quand il parlait dans le passé, quand il envoyait ses messages, c'est tellement piquant, c'est tellement poignant. Mais ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est vraiment conciliant. Est-ce que vous voyez? C'est à partir de là que nous allons arriver maintenant à voir comment s'organiser pour rentrer dans des débats, dans des négociations avec le pouvoir en place, avec le parti que nous avons, notre adversaire commun. J'ai écouté le président de l'ANC depuis la Suède 2 fois, en minant comme en français. Je me suis dit, ah mais oui, excusez-moi le mot, il a appris la leçon. Et il a dit dans son truc que si c'est à refaire, qu'il ne le refera plus. J'ai aimé. Je me dis, ah, ça commence à comprendre. Alors, à propos du boycott, c'est-à-dire, c'est ça? Non, pas seulement à propos de boycott, mais avec la coalition. Oui, la stratégie. La stratégie de la coalition, ouais. Alors, bon, je ne pense pas non plus que aujourd'hui, si le staff va vraiment être sincère, ou bien le parti va être sincère, je ne pense pas qu'ils sont fiers de ce boycott. Je ne pense pas qu'ils ont voulu boycotter, mais ils l'ont boycotté pensant que cela pouvait, c'est-à-dire changer quelque chose. Mais aujourd'hui, ça n'a rien changé. Et aujourd'hui, leur champ d'action est restreint. Donc, quelque part, ils ont perdu. L'ANC a vraiment perdu. Non, c'est vrai, honnêtement, ils ont reconnu qu'il y a eu des échecs durant les 18 mois de cohabitation. Oui. Non, ils l'ont dit, c'est ça qui m'a plu, c'est ça que je dis. C'est maintenant que nous allons nous allons ensemble voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour relancer la stratégie de la conquête du pouvoir. Alors, faut-il le faire en rang dispersé ou toujours en regroupé? Parce que la dernière fois, le PNP a tenté une sortie de rue et qui s'est soldée par quelques échecs ça et là, avec encore, n'est-ce pas, malheureusement, des blessés et des morts. Il y a aussi un ANC qui était à l'intérieur du pays à la rencontre de la population d'Atapamé, par exemple. Alors, comment ça va se faire? En rang dispersé ou bien en se retrouvant encore dans une Non, moi, je pense que les marches, aujourd'hui, marche de rue, je pense qu'il faut arrêter ça. Vous savez combien d'années on a marché? Est-ce qu'on peut le faire autrement? Est-ce qu'on peut faire ces réclamations d'une autre façon? Oui, on peut le faire. On peut le faire en discutant, en écrivant, en rencontrant le camp adverse, le parti adverse, le président de la République. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas un truc, je ne sais pas, une gymnastique. Je ne veux pas tout le temps ce que Lucille a accepté de recevoir, Qui? Le président. Mais je ne suis pas président de la République, je ne suis pas à sa place. Mais à un moment donné, quand on te jette des mots, vous savez qu'on avait dit dans ce pays qu'il est mal élu, ça c'est clair. Ou bien il n'est même pas élu. Il n'est même pas élu. C'est ce qu'on disait. Qu'il n'est même pas élu. Et on ne veut même pas le rencontrer. Et à un moment après, on veut le rencontrer. Je ne sais pas, moi je vais le faire. Je vais te rencontrer. Et je vais quand même te poser la question et je le dirai ouvertement. Si vraiment tu viens me rencontrer, mais tu as oublié que je n'étais pas ton président. Mais si tu me reconnais aujourd'hui en tant que ton président, je te reçois. Bon, alors ça c'est entre parenthèses. Mais de toutes les façons, on a dit tout ça dans ce pays. Alors, c'est ça que je dis, c'est blessant. On est des hommes. Donc, l'ego de l'homme fait en sorte que quand tu le blesses, il est difficile
hein, de venir vers toi ou bien de t'accepter. Mais toutefois, quand tu es un chef d'État, le président de la République doit reconnaître que qu'on te jette n'importe quel mot, qu'on te fasse n'importe quoi que ce soit, tu dois dire que ce sont des enfants que je dirige. C'est-à-dire, quand je parle d'enfants, hein, je le mets en guillemets, je le prends comme un père de famille, parce que nous sommes une nation, donc il est le père aujourd'hui. C'est lui qui signe tout au nom de notre pays, en notre nom. Alors, que de surpasser tout ça là, et de provoquer lui-même une rencontre avec l'opposition. Il peut provoquer une rencontre avec l'opposition. Et l'opposition qui veut va le rencontrer et discuter. Mais vous savez, il a été jusqu'à refuser même de recevoir les partis politiques qui lui rendaient visite ou qui lui présentaient des vœux. Alors là, ça veut dire qu'à un moment donné, il a gardé haine pour sa propre nation. Ce que moi, je l'interpelle aujourd'hui pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Comme ça, on ne peut pas gouverner un pays pour avoir la paix. Je sais, ça peut se passer dans tous les pays, ça peut être dans d'autres pays. Mais pour moi, en tant que Togolais, en tant que fils d'une nation, je ne pense pas que notre pays a besoin de ça. À un moment donné, il faut qu'on oublie tout ça et qu'on reprenne la marche. Et qu'ensemble, qu'on cherche le bonheur pour ce pays. Donc, quelque part, on a besoin de revenir en arrière et de se retrouver finalement pour chercher la voie et les moyens pour notre pays, rendre le Togolais joyeux. C'est très important. Ça. Et dans votre tête, quel peut être le schéma de ce déclic qui va donc conduire à... Vous savez, moi, je n'ai pas fini. Normalement, je ne suis pas dans cette réalité de créer une coalition ou de vivre dans une coalition. Non. Parce que... Les partis politiques évoluent. Est-ce que vous pensez qu'avec la complexité du cas togolais, est-ce qu'un seul parti... Non, on va travailler ensemble. On va travailler sur des projets spécifiques. On va écrire des bases sur lesquelles nous allons travailler. Mais mon parti est mon parti. Et avant que je ne rentre en coalition, il faut que vraiment qu'on écrive quand même des contrats dignes de contrats et que je sais que PSDT attend gagner ça et ça et ça après tout, si vraiment ça marche. Si ça ne marche pas, je sais que ça n'a pas marché. Mais je ne suis pas prêt pour faire un contrat que, bon, après, je vais encore commencer à regretter. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que je ne suis pas prêt à rentrer dans une coalition parce qu'il faut rentrer dans une coalition. Je suis de la gauche. Je suis de la gauche. Et mon intention, c'est de créer un forum de gauche. Un front de gauche. Et dans ce front de gauche, nous allons nous retrouver pour savoir que nous sommes de gauche. Les gens de la droite n'ont qu'à se créer pour se connaître. Vous savez, il y a des partis de la droite. Ça, c'est la culture de la politique en Occident. Non. C'est que vous avez habitué vos militants, vous les avez donc formés en ce sens. C'est par là où il faut travailler, il faut faire comprendre à ces militants. Mais vous savez, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de la droite et quelqu'un de la gauche ensemble pour lutter contre la droite. Mais moi, je tiens à nous dire, si les Togolais ne le savent pas, ce pouvoir est un pouvoir progressif, un pouvoir de la droite. Ils sont des libéraux, c'est un pouvoir de la droite. Et moi, je suis de la gauche. Ils ont idéologique, c'est ça? Oui, ils ont leur idéologie. Même ils ont fait une réunion des libéraux ici au Togo avec l'UNIR. Mais je dis, d'abord, il faut qu'on parle politique avant de parler de développement. On ne peut pas renverser la chose. Parce que c'est la politique qui crée le développement. Alors, si nous parlons de développement sans parler vraiment politique, là, c'est grave. Il faut que ceux de la gauche se retrouvent. Il faut que ceux de la gauche se retrouvent. Parce que je disais que ceux qui sont de la droite et qui se retrouvent ensemble avec la gauche créent de l'imbroglio. Oui. Est-ce que nos formations politiques ont cette culture politique pour savoir s'identifier par rapport à une idéologie? Mais bien sûr, c'est par là que nous allons réussir là. Parce que moi, d'abord, pourquoi je refuse de faire tout ça? Je dis, je suis social-démocrate. Je sais que je ne veux pas aller dans les rues pour faire ces réclamations, mais je peux politiquement le faire. Et en plus, je ne veux pas verser du sang. Je ne veux pas amener des gens dans les rues et revenir après
que ceux-là, d'abord qui ont faim, qui n'ont pas de quoi manger, ou les enfants ont fait à la maison et après le papa n'est plus là pour aider encore la famille. Je fais mes analyses. Et je dis non. Mais ce n'est pas la faute aux organisateurs des manifestations. C'est parce que d'un côté, il y a une répression justement qui s'abat sur cette répression, oui, il y a population qui. Il y a répression. Il y a répression dans tous les pays quand il y a marche. Et que la marche n'est pas pacifique. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait des marches. Avec l'ANC, il n'y avait pas de problème. Non, mais il ne faut pas oublier. Oui. L'ANC a fait des marches, il fait des meetings dans ce pays, il n'y avait pas de problème. Et ça marchait très bien. Alors, pourquoi maintenant ces marches-là, il y a de problème? Il faut chercher à savoir le pourquoi. Et il y a vraiment des raisons. Et quand il y a de problèmes, il faut que l'État réprime, c'est normal. Sinon, ça peut se dégénérer pire que ce qui se passe. Ah oui, ça il faut reconnaître. C'est la même chose qui se passe, comme nous avons des exemples. Moi, je ne donne pas des exemples français, mais je suis obligé de donner aujourd'hui des exemples français parce que ce ne sont pas des bons exemples à donner avec les gilets jaunes. Vous voyez comment on enlève on crève l'œil aux manifestants. Certains ont des bras coupés, des mains coupées. Il y a des morts, il y a tout. Des milliers sont emprisonnés. Ah mais non, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de pays à manifestation qui se dégénère et puis bon, il n'y a pas la répression. Il y a toujours la répression. Alors, moi, je n'ai pas fini avec cette histoire de... Oui, l'idéologie. L'idéologie, c'est que moi, je dis, je veux travailler avec des gens de la gauche avec qui nous allons nous entendre, avoir une plateforme à nous. Et après, bien sûr qu'avec cette plateforme, chacun va évoluer de sa façon, de sa manière, mais ne va pas aller au-delà de la limite que la plateforme a tracée. Et en ce temps, quand il y a élection, là, on saura comment s'organiser pour aller à ces élections. Et maintenant, quand il y a à travailler ensemble dans des conditions, on saura comment on va travailler ensemble dans des conditions. Alors, si non, il y a des gens... Écoutez, la dernière fois, c'est-à-dire les mandats passés, vous avez vu, l'UFC a coopéré avec l'UNIR, malgré qu'ils disaient qu'ils étaient de l'opposition. Mais l'UFC, je ne vais pas quand même le dire, je pense que l'UFC est de la droite. Si aujourd'hui, l'UFC n'est pas de la droite, je ne sais pas. Mais les propos et les comportements et les faits de l'UFC était la droite. C'est des libéraux. Et pendant ce temps, ils ont le droit, c'est leur droit le plus absolu de coopérer ou de travailler avec l'UNI. Et il y a d'autres partis aussi qui aujourd'hui faisaient partie de la C14. Est-ce que vous voyez? Alors, si on n'arrive pas à dégager ces choses-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, sincèrement. Comme ça, ceux qui travaillent avec l'UNI, il ne faut pas qu'on dise qu'ils sont partis pour aller manger. C'est leur droit, c'est leur idéologie, c'est leur droit. Alors, maintenant, on ne nous refuse pas non plus que s'il y a à coopérer dans certains cadres pour résoudre certains problèmes, mais non, nous allons voter avec le parti uni. Ah ben, parce que ce sont les faits qui nous arrivent à voter. On ne vote pas au Parlement parce qu'il faut voter. Ne pensons pas que si nous sommes au Parlement et qu'on apporte c'est-à-dire, il y a des articles qui font que, bon, des gens vont quitter l'opposition au Parlement pour aller voter avec l'UNI pour avoir cette majorité qui va faire passer la loi. Mais il faut le faire, ils vont le faire. C'est politique. Mais comme nous, ici, on n'arrive même pas à comprendre vraiment. C'est-à-dire quand on pense que quand c'est l'opposition, tu n'as jamais le droit d'accepter quoi que ce soit de ton adversaire. Il va falloir qu'on fasse tout pour éduquer la population togolaise que c'est comme ça. Parce que c'est la même chose si UNI bascule demain dans l'opposition, la population ou bien le peuple uni fera la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Ils feront la même chose. Donc, il va falloir qu'on essaye de tout faire pour faire comprendre à notre population que politique, c'est autre chose. C'est la raison
de la majorité. Mais des fois, tu as besoin de l'autre qui est dans ton camp, qui est opposition, pour soutenir un projet de loi pour que ça passe. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce que la personne a faim, ce n'est pas parce que la personne veut aller prendre de l'argent. Et aussi, il faut que ceux-là qui sont aussi aujourd'hui, c'est-à-dire le parti uni qui est majoritaire, ne pas aussi dire prenez 200 000 francs, prenez 300 000 francs, votez avec nous, votez pour nous. Ça n'a pas de sens. Là aussi, c'est mauvais. Il faut que les gens votent vraiment avec conscience, avec leur propre conscience. Je pense que c'est ça qui fait la politique. Alors, vous touchez là de doigt la question de la formation de vos militants, de la base, parce qu'en fait, pour nous, et dans la mentalité de la plupart des gens, dès qu'on s'approche de l'autre, ça veut dire qu'on est déjà vendu. Oui, justement. Et c'est le problème togolais. Il suffit d'aller là-bas, même de rencontrer quelqu'un de l'UNI dans les rues avec qui tu discutes. Et on prend aujourd'hui, nous avons la caméra avec les appareils photo, on filme, et puis ça passe tout de suite dans les journaux de la place et tout, on dit bon voilà, il dit qu'il est d'opposition, oh il mange là-bas, il a vu hier, voilà, ça c'est la photo. Non, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire... C'est comme ça que vous avez formaté le peuple, vous, les leaders politiques. Mais pas Laurent, je nous en prie. Parce que la lutte, là, je le fais depuis. Je fais cette lutte depuis. Et j'ai commencé à former dans ce sens depuis 2005. Depuis 2005. Et puis j'ai le bilan et j'ai tout. De Daneho jusqu'à Saint-Cassé. Sincèrement. Une formation civique de vos militants. Oui. Pas seulement de nos militants, attention, des Togolais. C'est ça. Et avant que nous ne créions le parti, avant c'est tous les partis, les partis politiques comme des membres. Je faisais même venir en Suède pour que les partis politiques puissent comprendre le jeu. On les forme là-bas en Suède. On a formé pendant 3 ans, 4 ans des hommes et des femmes du Togo en Suède. Ah oui, oui, oui. Et quand je parle aujourd'hui, ceux qui savent que c'est vrai, ils seront en train de dire c'est vrai. Mais je ne sais pas ce qu'on je ne sais pas comment on l'a utilisé. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, quelque part, ce n'est pas aujourd'hui. Ce que je dis, ce n'est pas aujourd'hui. Et je pose la question à certains des fois. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez appris au CTSD? Il y a d'autres qui nous disaient que oui, on a fait quelque chose. Ah, ça, c'est vrai. Maintenant, un regard sur l'avenir. Vous savez, non, il y a de l'avenir pour le Togo, ça c'est clair. Oui. Je pense que... Avec des échéances qui nous attendent. Oui, je pense que nous sommes en train de traverser vraiment des situations terribles. Ce n'est pas fini, on va encore traverser des situations. Mais c'est sûr que le jour que que le Togo sortira dans ces 4 ans, c'est sûr que nous serons le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, oui, en démocratie et en gouvernance. C'est ça. Ouais. Mais il y a encore du chemin à faire. Non, il y a du chemin à faire, ça il faut le dire, ça c'est vrai. Mais pour les élections prochaines, oui, je pense que c'est des élections les locales aussi importantes. Les élections locales, c'est des élections très importantes. Nous n'avons pas le droit de refuser de participer à ces élections. C'est un devoir, on doit remplir ça et voir comment est-ce que ça va se passer. C'est-à-dire, si nous disons encore que non, on n'ira pas à ces élections parce que les conditions ne sont pas remplies, les conditions au Togo ne sont jamais remplies. Aujourd'hui, si nous attendons ça, c'est quand il y aura alternance que ceux qui seront au pouvoir, avec leur bonne volonté, ils vont changer les choses, les conditions seront bonnes. Malgré ces mauvaises conditions d'aujourd'hui, on peut faire quelque chose. On peut toujours lutter contre... Vous y croyez? Mais j'y crois, moi, c'est-à-dire que c'est quand j'ai le problème que je reviens, je fais un pas en arrière et je réfléchis pour ressauter. Vous savez, quand tu ne tentes, quand tu ne fais pas, je ne sais pas comment tu veux toujours rester dans le passé et dire que ce qui s'est passé hier, ça va se passer encore aujourd'hui. Mais il faut avoir l'espoir. La politique, c'est de l'espoir. Et la politique va de l'avant. La politique ne va jamais en arrière. La politique ne regarde pas derrière. La politique va tout droit. Non, le passé n'est pas politique. C'est le présent et le futur. Et le futur se crée aujourd'hui, dans le présent. Et c'est comme ça que nous allons réussir. Donc, notre chance encore
d'évoluer dans l'opposition, c'est de tenter cette chance d'aller à ces élections locales et voir ce que ça va donner. Sinon, si nous laissons encore notre adversaire prendre tout, là, 2020, n'espérons rien. Parce que en passant vraiment par ces élections locales, c'est là où on organise les élections présidentielles. Les législatives, je peux leur dire de ne pas s'en faire. Parce que c'est d'écrire les lois, voter les lois. Ça, c'est rien. Ceux qui gouvernent, ceux qui conduisent une nation, ce sont les maires. Voilà. C'est comme on dit, les gouverneurs. Voilà. Ce sont les maires, c'est-à-dire les élus de communes. Ce sont ceux-là. La décentralisation maintenant. La décentralisation, vraiment, voilà. Ce sont ceux-là qui construisent. Quand chacun construit, c'est-à-dire chaque parti politique élu, ou bien un groupe de partis politiques élus dans une commune, qui dirige la commune, doit construire cette commune. Et c'est en construisant la commune que vous aurez la chance de construire un pays, un État. Nos chefs d'État, pourquoi ils échouent? Ils échouent parce qu'ils n'ont pas vraiment ce jeu de décentralisation. Non, ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont élus tout simplement, d'autant plus que la masse dit, votez, ils vont voir la masse, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Et quand on vote, ils sont chefs d'État. C'est le même problème qui se passe au Bénin aujourd'hui. Alors, maintenant, si tu gagnes des communes, c'est-à-dire ton parti politique gagne des communes, c'est sûr que tu vas gagner la présidentielle. Aussi. Voilà. Parce que ces gens avec qui tu travailles dans ces communes-là vont déjà garder tes voix pour toi. Alors, si nous, en tant qu'opposition, on n'arrive pas à réussir à gagner des communes pour que 2020, nous puissions maintenant rassembler ces communes pour faire notre calcul et voir si nous avons la chance de gagner les élections. Alors là, c'est en ce temps que moi, PSDT, je vais soutenir la candidature de quelqu'un de la gauche. C'est ça. De quelqu'un de la gauche. Voilà. Sinon, je ne supporterai pas. Ok. Alors, oui, alors pour ce présidentiel de 2020 aussi, on parle de 2020, c'est aussi un enjeu c'est après-demain. Oui, c'est après-demain, c'est un enjeu capital. Comment peut-on s'organiser au niveau de l'opposition pour cette bataille? Bon, alors, vous savez que nous avons un problème aujourd'hui sur le tapis, c'est la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Oui. Bon, les élections à 2 tours. Bon, je ne veux plus continuer le reste, mais important pour moi et pour nous au PSDT, c'est les élections à 2 tours. Nous irons à ces élections, je veux bien que nous irons à ces élections en rang dispersé. D'abord, et maintenant, quitte à ce que, au deuxième tour, celui qui sort, c'est pour cela que je dis qu'il faut quand même qu'on crée ce groupe de la gauche. C'est ça. Voilà. Alors, si maintenant, celui qui sort de la gauche, pour nous, de la gauche, donc nous sommes prêts à soutenir celui-là quand il a le deuxième tour. Mais donc, si vous gagnez au premier tour, le tour est joué. Si nous gagnons au premier tour, c'est bon. Si vous gagnez au premier tour, le tour est joué. Oui, le tour est joué, il n'y a pas de problème, on est parti. Mais si l'autre aussi gagne au premier tour, le tour est joué. Oui. C'est ça, non? Il n'y a pas de problème. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas facile de gagner au premier tour. Souvent, on gagne au premier tour quand l'opposition n'est pas bien organisée. C'est ce qui s'est passé aussi au Sénégal, avec Macky Sall et les autres qui se battaient, où il y a le vieux Wade qui va créer de zizanie et tout ça là. Alors, ça donne le poids à Macky Sall. Alors, moi, je pense que notre rôle aujourd'hui dans l'opposition, c'est de s'organiser, pas dans une coalition. Ça, je dis, pas encore pour moi. Eux, ils peuvent le faire. Je vais soutenir. Le PSDT va soutenir, c'est une coalition sincère. Nous allons soutenir, mais pas dans la coalition. On n'est pas encore prêt. On veut toujours continuer comme cavalier seul. Mais toutefois, nous sommes prêts
à le faire s'il y a sincérité. Ça, je le dis. Parce que je suis honnête. Je veux vraiment marquer mon honnêteté. Je veux te suivre, les yeux fermés, c'est-à-dire, sans hésiter. Je veux tout te donner. Mais il faut que tu sois aussi conscient que tu vas tout me donner. Mais je ne veux pas que tu vas me prendre. Vous savez, d'habitude, dans ce pays, on dit petit parti politique. Ça n'existe pas. Hein? C'est les petits partis politiques qui créent le problème. Quand nous aurons peut-être 2 voix seulement pour te donner la majorité, il faut voir ce que ça va te créer. Et l'autre, il lui manque aussi peut-être une seule voix. Quand je prends mes 2 voix pour aller à la droite aura la majorité. Si je te donne mes 2 voix, tu vas avoir la majorité. C'est ce qui s'est passé tout récemment en Suède. La droite et la gauche, il n'y a qu'une seule voix. Qu'une seule voix. Et la droite est sortie et dit, alors finalement, la gauche avait une seule voix, nous allons faire le gouvernement en tant que droite. Parce qu'il y a la droite, comment on appelle ça? Les sociaux-démocrates? Non. Même pas les libéraux, là. Les exigeants, là. Comment vous les appelez encore? Ça dit, je risque de le dire en suédois. Les radicaux. Les radicaux, voilà. Donc, les radicaux de la droite, ils sont 3e. Avec leur truc, là, ils sont 3e. Alors, s'ils prennent leur voix, plus la voix de la droite, mais bon, ils ont battu correctement. Mais, avant d'aller aux élections, les choses ont posé la question à tous les autres de la droite. Est-ce que si jamais vous ne gagnez pas, êtes-vous prêts à coopérer avec les radicaux de la droite là? Tous les 4 de la coalition ont dit non. On ne va pas le faire. Alors vous, les sociaux-démocrates, alors vous de la gauche, si vous n'êtes pas majoritaire, est-ce que vous allez coopérer avec la droite radicale? On dit non. Jamais de jamais, on ne le fera jamais. Bon, on va aux élections parce que la droite radicale est en train de faire bon vent. Des fois, la droite radicale dévance la droite et sont 2e parce que les sociaux-démocrates sont toujours les premiers. Donc, ils vont faire les élections. On fait les élections. Le résultat tombe. Ils sont 3e. Quand ils prennent leur voix là, mais c'est trop. Pour ajouter au seuil des 4, c'est fini. Maintenant, c'est pour cela que la droite dit « Ok, nous avons le pouvoir ». Parce que quand on prend les... Mais les sociaux-démocrates disent « Non, nous allons faire le gouvernement, mais ce gouvernement, ce sera un gouvernement de coalition. » Est-ce que vous voyez? Mais on est en coalition aujourd'hui avec la droite. Hein? C'est ça. On est en coalition. La gauche est en coalition avec 2 partis de la droite qui sont venus s'ajouter à la gauche pour gouverner la Suède. Donc c'est des scénarios qui se présentent. Mais c'est des scénarios. C'est pour cela que je dis, tous les jeux sont possibles pour gouverner. Tous les jeux sont possibles pour gouverner. Il ne faut jamais considérer un parti politique comme petit et l'autre comme grand. Très bien. Voilà. Alors rapidement, on va jeter un coup d'œil sur ces mouvements qui sont produits ces derniers jours dans notre Afrique, le Soudan, l'Algérie, qui sont en agitation. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais pour le Soudan, mais vous savez, il est venu comment? Et il est reparti comment? C'est ce que je refuse pour notre pays. Si on vient par tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, chercher quelqu'un de pouvoir, c'est sûr que demain on va nous chercher de pouvoir. Là, c'est clair. C'est pour cela que je ne veux pas que cela arrive dans notre pays. Non, chercher de pouvoir, non. Il faut qu'on gagne les élections par les jeunes. C'est ça. Par les jeunes et non de chasser. Quand nous prenons l'Algérie, oui, c'est quand même triste qu'on demande à Bouteflika de continuer son mandat ou bien d'aller se faire élire encore, malgré que son mandat est en train de finir. Non, c'est triste. Vous voyez l'Afrique, il n'y a pas Afrique blanche ni l'Afrique noire. C'est l'Afrique. Sinon, je me pose la question, quelqu'un qui n'arrive même pas aujourd'hui à prendre sa main pour tenir un biberon pour amener à la bouche. Parce que vous savez, vous avez vu des films, un film qu'ils ont l'habitude de passer pour prendre le drapeau
tenir son drapeau et puis donner une bise à leur drapeau national, le monsieur ne peut pas. Il est fatigué. Et pendant ce temps, on dit encore à ce même monsieur de gouverner. Comment vous voulez qu'il gouverne? C'est l'entourage, n'est-ce pas? Voilà, c'est triste. Alors, c'est des choses qui se répètent, c'est-à-dire qui se passent dans notre pays. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, avec Ali Bongo, c'est la même chose. Quelqu'un qui est malade, qui n'a pas d'hôpital chez lui, il va se faire soigner dans un autre hôpital et va se faire... va rester dans un autre pays pendant des mois, et pendant ce temps, son pays est là, et il nomme des ministres dans un autre pays. C'est-à-dire, vous savez, l'Afrique, c'est le problème. Moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Et je suis sûr que tu ne veux pas ça pour ton pays non plus. Et je suis sûr que les Togolais ne vont pas accepter ça. Mais, de grâce, pas dans une situation, ou bien pas dans de turbulences, pour qu'on verse le sang. C'est ça. Pour qu'on crée demain, c'est-à-dire l'avenir incertain pour notre pays, pour notre population. Très rapidement, une seconde, que dit la fin d'entretien? Quel message? Mot de fin, c'est que tout le temps quand on donne des mots de fin, c'est comme si vraiment, de souhait. Alors, mon souhait, c'est de demander à mes frères de l'opposition qu'il est temps qu'un forum soit organisé, forum de l'opposition, pas de la gauche en ce temps-là, de toute l'opposition, je dis l'opposition, et qu'on arrive à s'entendre sur des jeux politiques. Faut-il continuer la marche? Faut-il arrêter de marcher? Faut-il négocier? Faut-il discuter avec l'adversaire? L'adversaire, nous avons deux. Nous avons le pouvoir et nous avons le parti politique. Une chose est de discuter avec l'UNIR et une autre chose est de discuter avec le pouvoir en place. Le pouvoir, c'est pour tous les Togolais. Il n'y a pas le pouvoir à deux. Le pouvoir n'est pas pour UNIR. Le pouvoir, c'est pour tout notre pays. Alors là, le président de la République et maintenant, le parti UNIR est le parti majoritaire. Donc, discuter avec, présentons, c'est-à-dire pour arriver à avoir de quoi présenter vraiment à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale qui est là aujourd'hui est plus faible que l'autre Assemblée. Ça, il faut le dire. Il y a des têtes bien là-bas, des gens capables, même l'ancien président de l'Assemblée nationale. Bon, on ne va quand même pas dire qu'ils sont... Non, mais il y a certains qui sont élus aujourd'hui, qui sont à l'Assemblée nationale, qui nécessitent beaucoup de formation. Et je pense qu'eux aussi, ils n'ont qu'à se faire former, chercher de façon à pouvoir être à la page pour créer vraiment une différence. Mais toutefois, je nous demande, nous, opposition, de tout faire pour qu'on travaille ensemble de façon à pouvoir relever le défi. Maintenant, quitte à ce que la gauche, que je réclame, à un rassemblement de la gauche, qu'on se retrouve, qu'on discute vraiment pour voir quel genre de gauche nous voulons. Comment est-ce que nous voulons travailler, comment est-ce que nous voulons développer ce pays. Et partant de là, on saura quoi faire. D'accord. Merci pour ces éclairages. Merci, amis téléspectateurs, pour ce temps que vous avez passé avec nous en écoutant Laurent Dankou-Lawson, président du PSDT, premier secrétaire du PSDT, qui était sur le plateau pour décrypter avec nous l'actualité sociopolitique. À samedi prochain pour d'autres rendez-vous. À très vite. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant.